Ah, Napoléon Bonaparte. Rien que le nom, ça évoque tout de suite le pouvoir, l'ambition et puis toutes ses contradictions. C'est vraiment l'une des figures les plus fascinantes de l'histoire, un personnage qui a, littéralement, redessiné la carte de l'Europe entière. Mais alors, qui était-il vraiment? C'est là que ça devient compliqué. C'est un personnage qui navigue sans cesse entre l'héroïsme et la tragédie. Pensez-y, d'un côté on a l'homme du Code civil, de vraies avancées modernes, et de l'autre, on a celui qui rétablit l'esclavage, des mesures carrément régressives. Bref, c'est ça Napoléon, le héros victorieux et la figure tragique, les deux à la fois. Alors, la grande question, comment est-ce qu'une seule personne peut incarner à la fois le héros et le tyran de l'Europe? Pour comprendre ça, il faut regarder au-delà de ces célèbres champs de bataille. Oui, bien sûr, il y a les victoires militaires, mais la véritable clé, elle se trouve dans sa maîtrise absolument géniale de l'image et de la stratégie politique. Et le secret de cette maîtrise, il se cache dans un endroit assez inattendu, une ville en ruine. Et plus précisément, dans le geste de poser une seule et unique pierre. C'est un événement très précis, un acte parfaitement calculé, qui en fait nous révèle toute sa méthode. Pour bien comprendre, il faut revenir un peu en arrière. On est en 1793, en pleine terreur. La Révolution française est à son paroxysme. La ville de Lyon, qui s'est soulevée contre le pouvoir parisien, est jugée contre-révolutionnaire. Et la punition est terrible. La Convention nationale prend un décret d'une violence inouïe. Lyon n'est plus. C'est pas juste une phrase, on va jusqu'à démolir le cœur symbolique de la ville, la magnifique place Bellecour. Lyon est littéralement à terre. Et quelques années plus tard, on a une situation, disons, parfaite pour un homme ambitieux. D'un côté, une ville dévastée, fracturée, qui n'attend qu'un sauveur. De l'autre, un jeune général, Napoléon Bonaparte, qui vient tout juste de prendre le pouvoir par un coup d'État en 1799. Son pouvoir est fragile. Il a un besoin vital de gagner le soutien populaire, de prouver qu'il est plus qu'un simple militaire assoiffé de pouvoir. Il doit se construire une stature d'homme d'État. Et c'est là que son sens du timing est exceptionnel. En juin 1800, il rentre d'Italie après la bataille de Marengo. Une victoire contre les Autrichiens, mais attention, une victoire quasi miraculeuse remportée à l'arraché. Pour le public, c'est un signe du destin, c'est providentiel. Et Napoléon, sentant l'opportunité, au lieu de foncer sur Paris pour célébrer, il fait un détour, une visite surprise à Lyon. C'est l'occasion parfaite pour mettre en scène son coup de génie. Et quel coup de théâtre! Pas de grand défilé militaire, non. Il se rend directement sur les ruines de la place Bellecour. Et là, devant tout le monde, il pose lui-même la première pierre de la reconstruction. C'est un acte de communication politique absolument magistral. Il écrit même aux autres consuls à Paris pour justifier son retard, en parlant de son ambition de redonner sa beauté à cette place hideuse. Vous voyez le changement? Il ne se présente plus comme un conquérant, mais comme un bâtisseur, un réparateur. Et bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. Ce n'est pas juste un chantier, c'est une opération de communication à grande échelle. Et la machine de propagande se met en route à toute vitesse. On fait frapper des médailles commémoratives pour graver cet instant dans l'histoire. Et dessus, un nouveau titre pour Bonaparte, le réédificateur de Lyon, le restaurateur. Et la stratégie est vraiment brillante. Regardez bien le revers de cette médaille. On y lit explicitement deux choses, sa victoire militaire à Marengo et la reconstruction de Lyon. Le message est d'une clarté limpide. Ma force militaire, celle qui gagne les batailles, c'est la même qui va vous apporter la paix, la prospérité et qui va reconstruire le pays. C'est comme ça qu'il transforme l'image du guerrier en celle d'un homme d'État, d'un bienfaiteur. Et ce coup de maître à Lyon, ça va devenir sa marque de fabrique. C'est sa méthode, la méthode lyonnaise si on veut. Il va systématiquement transformer ses succès militaires en capital politique. En se créant cette image de pacificateur, de restaurateur, il va consolider son pouvoir bien au-delà de l'armée. Et c'est comme ça qu'il va réussir à séduire et à obtenir le soutien d'une énorme partie de la population française. Et les résultats, ils sont fulgurants. Cette méthode, couplée à son génie militaire, va le propulser au sommet à une vitesse incroyable. Rappelez-vous, en 1799, il n'est que premier consul, après un coup d'État. 5 ans plus tard à peine, en 1804, il se couronne empereur des Français. Et en 1807, après des victoires légendaires comme Austerlitz, il est de fait le maître de la majeure partie de l'Europe. L'ascension est vertigineuse. Mais ce qui est monté si vite peut redescendre tout aussi vite. Un empire bâti sur la conquête permanente, c'est un empire fragile. Le tournant, c'est 1812. La campagne de Russie, un désastre absolu. À partir de là, tout s'effondre. La première abdication en 1814, l'exil à l'île d'Elbe, la tentative désespérée des 100 jours, et puis la défaite finale, celle que tout le monde connaît, Waterloo en 1815. L'histoire se termine tristement, seul en exil sur l'île perdue de Sainte-Hélène. Et tout ça, ça nous ramène exactement à notre point de départ, à cette fameuse contradiction. D'un côté, on a le reconstructeur de Lyon.
le législateur du Code civil, celui qui se présentait comme le garant de la paix et de la prospérité. Et de l'autre côté, on a le conquérant de l'Europe, l'homme dont l'ambition démesurée a littéralement mis le continent à feu et à sang pendant des années. Alors, au final, bâtisseur ou tyran? La réponse, comme souvent en histoire, est probablement quelque part entre les deux. Ce qui est sûr, c'est que l'épisode de Lyon nous révèle quelque chose de fondamental chez Napoléon. Il a compris, bien avant tout le monde, que le pouvoir, ce n'est pas seulement la force des canons. C'est aussi, et peut-être surtout, la force du récit qu'on arrive à imposer. Et c'est sans doute ça, la clé de son héritage. Un héritage absolument fascinant et qui, aujourd'hui encore, continue de nous interroger.